Mes amis, bien le bonjour. Le 28 juin dernier, il y a eu un accident très grave près de Nancy. Rappelez-vous l'avion de type Pilatus 6, le PC-6, qui avait à son bord des parachutistes et leur instructeur, plus un pilote, 11 personnes en tout, s'est écrasé près d'un endroit qu'on appelle Tomblaine, peu de temps après le décollage. Donc il a décollé, et puis quelques secondes plus tard, il s'est écrasé, tuant tout le monde. La chute à l'époque, avait été estimée comme étant verticale ou quasi verticale. Ceci a été confirmé par le BEA dans un rapport préliminaire. C'est pour ça que je suis là, parce que le BEA a émis un rapport préliminaire. Donc les rapports préliminaires ne vont pas comporter d'analyse ni rien, mais des informations, des données qui sont établies à ce stade de l'enquête. Donc je suis ici pour analyser un petit peu pour vous ce rapport préliminaire, et j'ai ramené le fameux cahier. Donc, tout le monde est à jour, je pense, sur les faits de base. 28 juin 2026, France, près de Nancy, avion de type Pilatus 6. Entraîné, c'est un avion à hélice monomoteur. Il a une turbine Pratt & Whitney, la PT6, qui est très très connue parce que pratiquement une bonne partie des avions, qu'ils soient monomoteurs ou bimoteurs, comme les King Air par exemple, utilisent ce type de turbine, donc elle est très très connue, et qui entraîne une hélice de type Hartzell, constant speed, donc à vitesse constante, et entre la turbine, il y a beaucoup de moyens, il y a plusieurs moyens de connecter une hélice à un générateur de gaz ou à une turbine. Dans la PT6, le choix qui a été retenu, c'est qu'il y a un réducteur entre les deux. Il n'y a pas toujours un réducteur, mais dans le cas précis, il y a un réducteur. Ce qui représente parfois un point de fragilité. Donc il y a un réducteur qui réduit la vitesse du générateur de gaz pour qu'on arrive à peu près aux 2000 tours par minute au niveau de l'hélice. Donc, je disais, l'appareil faisait quoi ce jour? Il faisait du largage de parachutistes. Il le faisait depuis la veille d'ailleurs. La veille, il avait fait 15 rotations et il devait faire 15 ce jour-là. Donc tu vois, c'est des décollages, montée très rapide. Quelques minutes plus tard, on ouvre les portes, on largue les paras, on revient, on reprend d'autres et on continue et ainsi de suite. Donc la veille, 15 rotations avaient été faites, 15 étaient prévues pour ce 28 juin. Et on était là, le moment de l'accident, donc le moment qui va nous intéresser, c'était la 6e rotation. Donc, juste pour exclure deux éléments qui avaient plus ou moins circulé sur les réseaux sociaux à l'époque. Premièrement, les compensateurs étaient tous réglés correctement. Je n'avais pas, quand c'était une news, j'avais exclu le problème des compensateurs pour une raison, je vais te dire laquelle. C'est que les Pilatus PC6 ont eu dans le passé des problèmes de compensateurs, sauf que quand tu vois aujourd'hui, ils ont été, pour la plupart des exemplaires, ils ont été modifiés. Et puis maintenant, on a une alarme. Ça signifie si on tente de décoller avec des compensateurs mal réglés, comme un compensateur de profondeur par exemple, qui reste accabré, hein, ça signifie que depuis l'atterrissage, on ne l'a pas touché, il est en dehors de la zone verte, eh bien on va avoir une alarme. Donc c'est pour ça que à l'époque, j'avais exclu justement cette thèse-là. Il y avait aussi qui avait circulé, et j'admets qu'elle était séduisante, d'autant plus qu'on n'a pas eu énormément de flammes lors de l'impact. Est-ce que c'était une panne sèche? En fait, non, c'était pas une panne sèche. D'après les estimations du BEA, il y avait 200 kg de carburant lors du décollage. Donc la panne sèche ici, on va l'exclure. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le comportement de l'avion lors du décollage? Je vais vous raconter ce qui a été établi. Et juste entre parenthèses, ces avions n'ont pas de boîte noire, ils ne sont pas censés en avoir. Ça veut dire que même quand le rapport final sortira, tu vas voir, il y aura énormément d'éléments qui sont évalués, estimés. Voilà, il n'y aura pas toujours des chiffres ultra précis. Maintenant, on a un élément important, peut-être mieux qu'une boîte noire, j'ai presque envie de dire, c'est qu'il y avait 5 GoPro à l'intérieur de l'avion. Pourquoi? Parce que si tu regardes les parachutistes, c'est 5 sauts en tandem, donc on a instructeur-élève 5 fois, et les instructeurs en général, ils ont un casque avec une GoPro dessus, donc pour filmer le saut à l'intention de l'élève, pour que l'élève garde justement un souvenir de cette journée-là. Donc,
il y avait 5 GoPro, plus il y avait des gens qui filmaient depuis dehors, plus il y a un véhicule qui a filmé aussi la scène depuis dehors, une caméra donc d'une voiture, une dashcam, plus probablement des caméras de surveillance de l'aéroport ou de magasins ou autre. Donc il y a quand même pas mal de vidéos à la disposition du BEA, même si ça ne va pas remplacer une valeur de température ou de couple ou de pression ou autre. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, je te disais, l'avion s'aligne pour décoller. Température est de 33 degrés, mais il n'y a pas de souci. Le Pilatus PC6 est très capable de s'arracher du sol avec 11 personnes à son bord, même quand il fait 33 degrés. Rappelez-vous, durant la phase où c'était une news, je n'ai pas évoqué l'histoire de la température parce que je sais que le PC6 est très capable, y compris de travailler en montagne, travailler dans des zones où l'altitude densité est très faible, donc la densité est très faible, donc l'altitude densité est très forte, très élevée. Donc ce jour-là, lors de la news, j'ai pas trop tilté sur les 33 degrés, ça m'a pas impressionné outre mesure. Peut-être 40 ou 39 ou autre, là on en aurait parlé, mais 33 degrés, c'est assez raisonnable pour ce genre d'avion. Donc je disais, l'appareil se met à accélérer sur la piste. À ce moment-là, juste avant le décollage, juste avant la rotation, il y a un instructeur qui va crier « ça fume ». Il voit de la fumée. Un autre instructeur crie aussi « ça fume ». Le pilote ne semble pas avoir entendu ces appels et ne semble pas, quant à lui, avoir vu de la fumée. Il a continué son décollage. Les instructeurs ont été suffisamment alarmés pour ouvrir une porte latérale. Donc, ils ont ouvert une porte latérale pour aérer. Les caméras GoPro, qu'elles soient dehors ou dans l'avion, ne montrent pas de fumée, mais c'est tout à fait, c'est ok, c'est pas la fin du monde parce que le nez humain est capable quand même de détecter de la fumée assez tôt, bien avant que elle devienne, elle commence à rendre l'air opaque, elle commence à flotter autour et tout ça, donc c'est pour ça que la caméra la voit pas. Mais la fumée, c'est certainement il y avait de la fumée parce que ça a été corroboré quand même par 2 personnes. Maintenant, c'est quoi la suite? La suite, c'est que l'appareil continue donc son décollage et assez rapidement, il y a une perte de puissance. Il y a la turbine donc commence à perdre de la puissance, il y a une fluctuation et elle s'établit, grosso modo, le générateur de gaz s'établit à un régime grosso modo 10% inférieur à la norme. Si on regarde la valeur normale qui a été constatée par le BEA lors des précédents décollages, c'était de l'ordre de 96% de la puissance maximale. Pourquoi pas 100%? Le BEA ne le dit pas, mais probablement. Tu sais que ces turbines sont pilotées, entre autres, par rapport à une température maximale. Donc, si tu as 33 degrés dehors, probablement, le système de régulation va probablement limiter la puissance disponible, la puissance maximale. Donc, ce qu'on appelle le maximum sur une turbine ou un réacteur d'avion, en réalité, varie en fonction de la température extérieure. Hein. C'est vraiment le facteur le plus déterminant qui va, plus la température extérieure augmente, plus la puissance disponible va être abaissée. C'est juste pour qu'à l'intérieur, on ait quand même des températures qui ne dépassent pas certains seuils. Donc, si je dois avoir, je ne sais pas moi, un endroit du réacteur ou du générateur de gaz, je dois avoir au maximum 1200 degrés, eh ben, je ne peux pas dépasser ces 1200. Donc, si l'air qui rentre est plus chaud, eh ben, je suis obligé d'abaisser un petit peu la puissance pour ne pas dépasser les 1200 degrés, tu vois. Donc, si tu me rajoutes 10 degrés de plus sur l'air qui rentre, je suis obligé de réduire pour pouvoir, sinon je vais dépasser les 1200, tu vois. Donc, c'est un peu ça le système. Quand tu regardes sur Airbus, par exemple, quand ils font des décollages à puissance réduite, qui presque tous les décollages, enfin, la plus grande partie, ils rentrent une fausse température dans le système, qui est une température élevée. Par exemple, il fait 20 degrés, il va rentrer 45 degrés. Mentir au système en lui disant il fait 45 degrés. Donc, comme ça, le système va réduire les gaz en pensant qu'il fait 45 degrés dehors. Tu vois, donc la température est très importante. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une chute vers 86% et une fluctuation. Comment le BEA sait? Il n'y a pas de boîte noire. Il le sait parce qu'il y a une analyse spectrale, une analyse du bruit. Donc, on analyse le bruit et on arrive à savoir à peu près, hein, c'est pas parfait comme méthode, on arrive à savoir à peu près ce que fait le régime. Alors, maintenant il y a 2 choses. L'hélice est une hélice à vitesse constante, elle tourne toujours à 2000 tours par minute. Le générateur de gaz, c'est lui qui va perdre de la puissance. D'accord? Donc, l'hélice, elle fait quoi? L'hélice est pilotée par un gouverneur.
Donc l'hélice est connectée au générateur de gaz par un réducteur. Et puis on va parler du réducteur dans une seconde. Et donc tu as le générateur de gaz, le réducteur, l'hélice. Tu n'es pas toujours obligé d'avoir cette architecture. On peut avoir des turboprops à turbine libre. J'en parlerai peut-être à l'occasion. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours un réducteur. Mais dans le cas précis, il y a un réducteur. Donc, ce qui se passe, c'est que l'hélice va compenser, le gouverneur de l'hélice va compenser la baisse de puissance du générateur de gaz en abaissant le calage de l'hélice. Je te raconte, regarde. Je prends, il commence à faire sombre ici. Je suis désolé, j'ai pas pu enregistrer avant, n'est-ce pas? Donc regarde, je te montre. Et là, je vais quand même me sacrifier en direct, hein, live. Je vais parler d'hélice et tu sais que la règle en aviation, c'est avec les hélices, c'est ne pas parler d'hélice. Parce que dès que tu parles d'hélice, tu déclenches une fitna absolument extraordinaire. Tu reçois énormément de messages, beaucoup d'avis. Tu prends 100 pilotes à 100 avis différents. Bon, regarde ce qui va se passer. Je prends mon hélice, l'hélice Hartzell tripale de cet avion. Donc, si je regarde la pale, donc je vais dessiner ma pale comme ceci. Elle a donc ce calage-là, tu vois, elle a donc ce calage, c'est que la pale, le gouverneur, comment il fait pour garder la vitesse constante alors que la puissance de la turbine varie? Il va jouer sur le calage. Mais, attention, le calage n'est pas seulement fonction de la puissance disponible, il est aussi fonction de la vitesse de l'avion, de la vitesse d'avancement de l'avion, tu vois. Genre, regarde, ici, on est à l'arrêt, on est à l'arrêt, stop, on est à l'arrêt, hein, les pieds sur les freins, on met les gaz à fond. Mettons que ce calage-là, hein, ce calage qui est petit et atteint, donc il va prendre ce calage-là, hein, d'accord, c'est cet angle dont je te parle, ok, mettons, on va l'appeler alpha, et l'hélice voit l'air. Regarde, je te montre, j'espère que c'est assez visible. L'hélice voit l'air arriver comme ceci, hein, d'accord? Elle tourne, tourne vers le bas comme ça, et elle voit l'air arriver comme ceci. Et l'angle entre l'air et donc l'axe là de l'hélice, là, l'axe du profil de l'hélice, c'est notre calage, d'accord? Jusque là, c'est simple. J'ai pas l'impression de dire quelque chose de spécialement compliqué. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand l'avion accélère, donc l'avion commence à accélérer le long de la piste, eh bien, l'air va arriver, et cette fois-ci, l'hélice, si on le garde tout constant, regarde ce qu'elle va faire, l'hélice. Elle va plus voir l'air venir comme ceci, elle va le voir venir comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que ce vecteur est la somme de deux vecteurs, et la somme du vent relatif, donc l'air qui arrive vers l'hélice maintenant, parce que l'avion bouge, et bien sûr, le vecteur lié à la rotation de l'hélice. Donc si je travaille maintenant par rapport à ce vecteur, qu'est-ce que je constate? Je constate que de facto, le calage aérodynamique de l'hélice a baissé. D'accord? Le calage aérodynamique de l'hélice a baissé. Donc, que va avoir le moteur? Le moteur, à toute chose égale, va sentir que l'hélice est plus légère. Donc, elle a tendance à s'emballer, elle a tendance à prendre encore plus de vitesse. Donc, que fait le régulateur ou le gouverneur? Il va augmenter le calage de l'hélice. D'accord? Il va progressivement, au fur et à mesure que l'avion accélère, augmenter. On commence donc au point fixe à l'arrêt par un calage le plus faible possible. On envoie les gaz, l'hélice accélère, l'avion commence à bouger et au fur et à mesure qu'il accélère, le régulateur sent que le couple est en train de baisser au niveau de l'hélice, ça signifie qu'elle devient de plus en plus légère. Et d'ailleurs, si on ne touche pas au calage, elle finira par devenir transparente, ça signifie qu'on va atteindre un moment, je ne pense pas qu'elle ira jusqu'à la transparence, mais elle va arriver à un moment où elle pourra plus avaler de toute la puissance disponible, hein, parce que le calage aérodynamique va aller, visible de l'hélice va aller vers 0, donc son incidence va aller à 0. Et que va-t-il se passer à ce moment-là? Eh ben, on sera obligé de réduire le carburant qui arrive sur le générateur de gaz, donc réduire le couple disponible, et donc réduire la puissance disponible à l'avion, d'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que le problème avec les hélices à calage constant, donc dans notre histoire, c'est que tu ne vois pas le calage, tu vois les tours. Et les tours restent constants même quand le moteur perd de la puissance. Parce que si le moteur perd de la puissance, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons, tu es le gouverneur, l'avion est en train de monter, le moteur perd de la puissance, tu fais quoi? Tu réduis le calage de l'hélice pour la rendre plus légère.
tu vois. Les tours font quoi? Les tours restent constants. Donc, au départ, on avait 2000 tours par minute. Là, on a perdu de la puissance, mais on est toujours à 2000 tours par minute. Okay, c'est pour ça qu'il y a une alarme dans le PT6, enfin dans l'avion, qui va dire l'hélice a atteint le pitch minimal, a atteint le calage minimal. Donc, c'est quelque chose, une alarme, je te dis de tête, grosso modo, ça écrit quelque chose comme ça. Tu as une sorte de cadran, ça écrit propre, low, j'écris à l'envers des fois, low pitch, d'accord? Low pitch. Ça signifie c'est bon, attention, quand cette alarme s'allume, ça signifie que ton moteur n'est pas en train de nourrir l'hélice. Ça signifie que l'hélice n'est pas en train de prendre de la puissance. Il n'y a pas de puissance disponible pour l'hélice. C'est pour ça qu'elle est retombée au pitch minimal. Tu vois? Et là, c'est très embêtant. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de puissance. Maintenant, c'est une alarme qui va s'allumer effectivement dans l'avion. Donc l'avion commence à monter. On a l'alarme low pitch sur l'hélice. On a ces fluctuations de régime. On a cette baisse de régime. Donc grosso modo, on est en train d'avoir une turbine qui est en train de nous lâcher. En train d'aller vers la panne moteur, même si on n'a pas une panne franche, genre l'avion silencieux quand tu n'entends rien du tout. Les pannes moteurs ne sont pas toujours 0 et 1, c'est pas toujours binaire. Je préfère les pannes binaires, je préfère, honnêtement, si tu me dis, moi je préfère les pannes où bam, t'as plus rien, d'accord? Sur le plan de la sécurité, les gens qui ont une panne, qui connaissent une panne brutale, franche, comme ça, eh bien, ils acceptent le décret de la Providence. Ils savent que bon, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, j'ai plus de moteur, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en vol plané et tout ça. Le problème, mes amis, de la panne partielle, si je peux me permettre, c'est qu'elle est très vicieuse. C'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas combien de puissance tu as perdu. Alors si ça se trouve, tu as assez de puissance pour garder en palier, faire demi-tour, revenir atterrir gentiment, ça se trouve, tu as assez de puissance. Si ça se trouve, non. Mais en tout cas, tu es déficitaire, tu as un déficit, mais combien tu ne peux pas l'évaluer, il n'y a aucun moyen de l'évaluer. Donc, ça c'est le premier point. Deuxièmement, il y a une autre alarme qui va s'allumer. Il y a une autre alarme qui va s'allumer et qui va dire fuel filter. Alors, le fuel filter, l'alarme, pourquoi elle se déclenche? Parce que c'est comme ceci. Je vais te montrer. Alors ça, c'est assez standard, c'est partout. Si tu as une ligne de carburant comme ceci, tu as du carburant comme ça, on place un filtre ici pour nettoyer le carburant des impuretés potentielles avant de l'envoyer dans le moteur. Si on ne le fait pas, on arrive à des histoires. Rappelle-toi le British Airways, je crois que c'est le vol 18, un 777 qui s'est écrasé à Heathrow, il n'a tué personne, mais l'avion était complètement défoncé. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur ce sujet-là. C'était des systèmes, en réalité des systèmes d'échangeurs, mais ils n'avaient pas jugé opportun d'installer ce qu'on appelle un bypass. Parce que regarde, la règle générale, la règle pratiquement, la préoccupation constante de chaque personne qui fabrique, qui installe un filtre ou qui fabrique un système de filtre, c'est d'installer un bypass. Ça marche comme ceci, le bypass. Alors, ça, normalement, c'est fermé. Mais il y a un système avec une bille, un ressort, qui s'ouvre du moment que le différentiel de pression est élevé. Normalement, c'est pas un truc qui s'ouvre parce que y a un système quelque part qui est décidé. Non, c'est juste un système mécanique. Normalement, un filtre à carburant, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il n'offre pas, en temps normal, il n'offre pas de résistance à l'avancement du fluide. Ça signifie que le liquide passe. Il n'y a pratiquement pas de différentiel de pression entre ici, entre avant et après. Ça passe sans aucun problème. Maintenant, si jamais, soudainement, il y a beaucoup de saleté qui arrive brutalement dans le filtre, ou bien c'est un filtre qu'on n'a jamais changé, puis il commence vraiment à s'encrasser, que se passe-t-il? Il commence à offrir une résistance. Résistance, ça veut dire qu'il y a une différentiel de pression entre avant et après, il y a un delta P. Une fois que le delta P est là, que va-t-il se passer? Il devient suffisamment fort pour que cette bille ici pousse un ressort, et quand le ressort s'ouvre, eh ben, le carburant va bypasser le filtre. On va envoyer vers le moteur du carburant non filtré. Alors non, c'est pas comme de la bière non filtrée non plus. Même le carburant non filtré est censé être propre. Tu vois ce que je veux dire? Dans la balance des choses, on préfère à la rigueur envoyer du carburant non filtré vers le moteur que couper le moteur, parce que sinon c'est la fin des haricots, le moteur s'arrête. Donc je disais,
Dans ces cas-là, dans la plupart des avions, tu as une alarme. Quand ceci s'ouvre, tu as une alarme d'écrabotage filtre. Tu as une alarme qui va s'allumer. Une alarme très sérieuse, très méchante. Quand tu vois celle-ci s'allumer, dans la plupart des cas, ça veut dire juste atterrir vite, vite, vite. Et dans le cas de notre avion, le PC-6, on a une alarme fuel filter qui se déclenche, qui dit attention, attention, attention. On a un delta P énorme ici. D'accord ? Autre chose qui va se manifester. Donc, je te dis l'alarme, le pitch très faible de l'hélice, qui a son pitch minimal. Le fuel filter, là, je viens d'expliquer, qui dit, bon, il y a un delta P énorme que je suis en train de voir. Et il y a une troisième alarme, d'un coup, qui va se déclencher, qui va dire chips. Alors, l'alarme chips, c'est quoi? L'alarme chips, c'est une alarme très méchante. C'est pas une alarme qu'on a envie de voir du tout. En fait, elle fait ceci. Dans la turbine PT6, au niveau du bain d'huile qui lubrifie vers l'avant, qui lubrifie le réducteur d'hélice. Point fragile. C'est comme dans les hélicos. Tu sais, ces réducteurs, ils ont c'est la partie, on va dire, c'est une partie très très fragile. Si elle est mal lubrifiée, défaut de fabrication, problème, c'est là où les histoires peuvent commencer. Donc, je te disais, tu as, dans le bain d'huile, tu as 2 tiges aimantées, d'accord, très proches l'une de l'autre, qui baignent dans l'huile, qui rentrent dans l'huile. S'il y a des morceaux de métal qui vont commencer à tourner dans l'huile, parce qu'il y a quelque part un roulement qui s'est fissuré, quelque chose qui est en train de se casser, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des morceaux de métal qui seront capturés par ces tiges. Et si suffisamment de morceaux sont capturés, ça va créer une continuité d'un circuit électrique et ça allume ce truc. Alors, ça allume cette lumière qui dit chips. Ça signifie que, attention, tu as du métal dans le circuit. Alors, normalement, ça a été pensé, ça a été imaginé, envisagé pour que normalement ça se déclenche lentement avant une panne. Parce que c'est le but. Je vais dire, ça sert à quoi que tu viennes me dire ça au moment où la turbine est en train de me lâcher, là, maintenant, elle est en train de me lâcher. Ça sert à rien, moi, ton alarme. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, ça doit se déclencher longtemps à l'avance. Ça doit avoir un rôle prédictif. Attention, quelque chose est en train de se passer. Et là, on dépose la turbine, on regarde à l'intérieur et tout, on trouve la source. Maintenant, dans le passé, ça a sauvé du monde. Dans le passé, il y a eu des cas où des roulements ont éclaté. Genre, il y a eu un cas au Canada, je ne sais plus, au Canada, aux États-Unis, il y a une vingtaine d'années, où il y avait un fort courant électrique, parce que il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des pièces en métal peuvent se casser. Ça peut être une mauvaise fabrication, tout ça, mais des fois, ça peut être une décharge électrique. Il y a un démarreur qui a envoyé, je ne sais pas combien de centaines d'ampères à travers le moteur. Ça suffit pour flasher un roulement qui a été fragilisé, qui a éclaté après. Mais ça a donné suffisamment à l'avance un avertissement pour que les gens puissent faire quelque chose. Donc après, il n'y a même pas eu ça. Le mec, il est là, puis soudainement, il y a toutes ces alarmes qui se déclenchent d'un coup. Donc, on est dans le cas d'une panne moteur. Maintenant, l'huile, attendez, la fumée vient d'où? Alors, le BEA l'a cherché. Ils ont cherché des traces de suie. Trouve pas grand chose. Ils ont un système de conditionnement d'air, ils ont cherché dedans parce que c'est assez fréquent comme source. Il n'y a rien, ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché dans les fils électriques, donc ils ont déposé tout le réseau électrique de l'avion pour chercher s'il n'y a pas des arcs, s'il n'y a pas de l'isolant fendu, tout ça, ils n'ont rien trouvé. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une seule chose, c'est probablement de l'huile qui a giclé du moteur, qui est sortie du moteur et qui a touché des parties chaudes. Et là, ça donne une fumée acre très caractéristique. Et après, tu ne trouves pas grand-chose. Le problème, c'est qu'après, quand les pompiers sont passés, puis il y a eu de la mousse d'extinction, etc., tu as du mal à trouver cela. Surtout que quelques gouttes d'huile peuvent créer suffisamment de fumée pour alarmer une ou deux personnes, même comme dans ce cas-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'appareil continue de monter. Mais alors attention, par moment, alors là c'est là où je suis resté très dubitatif, je ne vous cache pas, c'est que le moteur est en train de lâcher, clairement, l'appareil est cabré, et par moment, le cabrage va atteindre 20 degrés. Je suis gentil, le chiffre BEA, c'est 19,8 degrés.
Okay, donc, on a un avion qui est cabré de 20 degrés, qui est en train de prendre de l'altitude en perdant de la vitesse. Entre le début des hostilités, ça signifie entre le moment où la turbine commence à déconner, hein, oublions les alarmes, oublions tout ça, entre le moment où le générateur de gaz commence à fluctuer, le bruit baisse un peu comme ça, et le moment où l'avion va décrocher, il a pris à peu près plus de 200 pieds. Ça signifie que l'avion va continuer à monter en perdant de la vitesse. C'était pas nécessaire, mais bon, voilà. Vous connaissez un petit peu la règle aujourd'hui de l'aviation. Hein, l'aviation moderne, c'est tu as une panne, tu as un problème, tu tires sur le manche, puis tu espères prolonger ta vie de 3 secondes ou de 5, 10 secondes, ça dépend combien de chance tu as, jusqu'au moment où c'est fini, quoi. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Mais dans ces cas-là, regardez. Je vais essayer d'allumer ce truc si je peux, parce que là c'est le noir total, là, on voit rien. Alors regardez, je vous montre un truc. L'appareil a été retrouvé comme ceci. Si tu regardes une image qui a été partagée par le BEA, regarde, la piste, je te montre rapidement un dessin, je ne sais pas si vous arrivez à voir. La piste est grosso modo comme ceci, donc notre avion décolle comme ça, d'accord? Notre avion décolle comme ça, et quand on le retrouve, alors on sait qu'il a décroché en partant à gauche, et quand on le retrouve, il pointe dans cette direction. Donc, pour pointer dans cette direction-là, donc à droite, en partant de la gauche, il faut avoir fait 270 degrés. D'accord, 270 degrés. Maintenant, comme il y a des polytechniciens qui regardent, oui, c'est 270 degrés plus n fois 360 degrés avec n allant de 0 jusqu'à ce que tu veux. Hein. Oui, parce que effectivement, oui, ça se trouve, on voit visuellement qu'il a fait 270 degrés, ça c'est le résultat net. Mais si ça se trouve, il a tournoyé peut-être plusieurs fois. Donc par exemple, il a pu faire 630 degrés, il a pu faire 990 degrés, tu vois ce que je veux dire? Il a tournoyé plusieurs fois. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est que notre appareil continue de monter. Il est cabré à 20 degrés, hein, comme j'ai dit. La vitesse est en train de redescendre. Il n'y a pas assez de puissance pour maintenir ça. Ça signifie, regarde, je décolle. Mon générateur de gaz commence à faiblir. Je tire en compensant, je tire sur le manche. Que va-t-il se passer? Mon avion va... Il a une impulsion, de toute façon. Moi, je vais pointer le nez vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a encore un peu de vitesse. Il dit, bon, puisque tu veux ça, je vais troquer de la vitesse contre de l'altitude. Donc, je vais réduire la vitesse, te donner encore quelques dizaines de pieds, enfin, ce qu'on peut. Donc, l'appareil monte. La vitesse baisse. À un moment donné, on arrive à l'assiette qui va baisser vers 12 degrés, ce qui est quand même élevé pour la One Air. Je m'attendrais à une assiette négative dans des situations pareilles. Là, l'assiette baisse, probablement elle baisse toute seule parce que vient le moment où, si tu cabres, hein, si tu insistes, mettons tu cabres, tu insistes, dans la plupart des avions, quand la vitesse se réduit suffisamment, tu n'as plus assez d'autorité pour maintenir le nez si élevé sur l'horizon, et l'appareil, malgré toi, commence doucement inabatté, commence à baisser. Donc l'appareil commence doucement à baisser, mais toujours à 12 degrés, ce qui est quand même élevé, hein, 12 degrés des poussières dans le rapport du BEA. Et en fait, là, la vitesse passe sous les 50 nœuds. Je veux dire, il n'y a pas moyen, c'est foutu là. 50 nœuds de vitesse, je veux dire, sur un appareil comme ça, c'est fini. En plus, il était légèrement incliné vers la gauche, donc il avait une douzaine de degrés d'inclinaison vers la gauche. Donc, que va-t-il se passer à ce stade? Il va décrocher. Alors, tu as un décrochage qui est, tu es incliné déjà. Donc, ça, c'est moche, tu es incliné. Donc, tu vas partir sur le côté. Hein, tu vas partir sur le côté. Tu as une hélice qui n'est pas à l'arrêt, attention. Et là, je dirais, c'est un tort dans l'aviation civile. C'est un tort, mais bon, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. C'est que les décrochages ne sont jamais enseignés ou entraînés avec de la puissance partielle ou totale. On fait toujours des décrochages avec la puissance réduite. Hein. L'exercice type dans un aéroclub ou ailleurs ou n'importe quelle école, c'est on met l'avion à plat, réduit complètement les gaz et on va tenter de garder l'altitude. Que va faire l'avion? Il va ralentir et on va arriver au décrochage. C'est pas toujours comme ça que ça arrive dans la vraie vie. Le problème, c'est que là, dans la situation qui nous intéresse ici, vu que le moteur n'est pas totalement à l'arrêt, donc il génère encore de la puissance. Il envoie de la puissance dans l'avion. L'hélice tourne, elle envoie du flux d'air. Tu vois, elle envoie du flux d'air sur la partie la plus proximale des ailes
pas sur les ailerons qui sont à l'extérieur, tu vois. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a un décrochage et tu perds le contrôle latéral tout de suite. Regarde, tu es dans l'avion, ton hélice tourne à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Tu tires. Ce qui va se passer, c'est que, puisque tu as un flux d'air de l'hélice, la vitesse perçue par la partie proximale des ailes, la plus proche de la cabine, eh bien, cette vitesse-là est plus élevée que la partie distale, que les extrémités de l'aile, on va dire du milieu, et tu vas vers l'extérieur. Eh bien, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que, à toute chose égale, tu vas avoir l'extérieur de tes ailes qui décroche avant l'intérieur. Donc, d'accord? Donc, l'extérieur va décrocher avant. Donc, tu vas avoir un décrochage de la partie distale de l'aile. Le couple moteur fait que l'hélice tourne à droite dans le sens des aiguilles d'une montre quand tu la vois depuis le cockpit. Donc, ton avion part à gauche. Et à ce moment-là, ton avion part à gauche. Ce que tu fais, tu braques sur ton manche. Et quand tu braques brutalement sur le manche, que va-t-il arriver? Tu augmentes l'incidence sur une aile qui est déjà décrochée. Tu as les ailerons qui agissent de manière inversée. Parce que si ton aile est déjà en décrochage, tu braques brutalement sur le manche, ce qui va se passer, c'est que l'aileron va baisser. L'aileron baissé augmente l'incidence locale. Tu augmentes l'incidence d'une aile qui est déjà à son incidence de décrochage et plus, ben elle va s'enfoncer. Ça signifie l'aileron qui baisse, eh bien, ce qu'il va faire, au lieu de lever l'aile, il va enfoncer l'aile. Et à ce moment-là, tu tournes, c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Donc, l'avion a fait donc ce fameux 270 degrés vers la gauche, ou bien peut-être même... Vu la hauteur, honnêtement, vu la hauteur, je pense à un seul tour. J'ai du mal à imaginer 630 degrés. J'ai du mal à imaginer un tour complet, enfin presque 2 tours, tu vois, presque 2 tours. Il a manqué un quart de tour pour 2 tours. Quoique, si ça se trouve, quand on regardera la caméra de surveillance, on dira, il les a fait quand même, il a fait 2 tours complets. Bon, c'est possible. Je mets plus mon argent sur 270 degrés que plus que cela. Tournoi, bam, il tombe verticalement. Alors la chute verticale, là, ça pardonne pas. Je veux dire, tu tombes verticalement, t'es mort. Je veux dire, c'est fini, c'est terminé. Que faire dans un cas comme ça? Il faut développer, mes amis, le réflexe. Tu es en train de piloter ton avion. Quelqu'un prend un seau d'eau plein de glace, à ton insu, et te le balance dessus à la brutale. Tu gueules un bon coup, et pendant que tu gueules un bon coup, ta main doit partir, ton bras doit partir, doit pousser sur le manche tout le temps. Quoi qu'il arrive, tu es en train de voler. Qu'est-ce qui se passe? Ok, tu dis qu'est-ce qui se passe, tu balances un jurant. Je suis pas très chaud pour les blasphèmes dans les avions et tout. L'autre jour, il y a 2 jours, j'étais dans un avion de British Airways, je fais tomber une bouteille d'eau, j'ai balancé un blasphème, j'ai demandé pardon à Dieu, parce que franchement, au sol, il n'y a pas de souci, mais en vol, il y a quand même une certaine tenue à avoir par rapport à ces choses-là. C'est pas de la superstition, mais bon, on se comprend, je la porte à côté. Je disais que tu balances ton jurant, c'est pas grave, mais ton bras doit partir à l'avant. Tirer sur le manche, mes amis, en cas de souci, d'emmerde, de choses bizarres, c'est se condamner à une mort certaine. C'est comme se coucher sur les rails d'un TGV. C'est la mort garantie. Garantie, moi je te le dis. Tu sauveras pas. L'avion ne vole pas. Tu sais, l'avion ne vole pas vole par son aérodynamique, par ses ailes. Les moteurs, c'est rien, c'est pas grand-chose. Donc, si les ailes, on les respecte pas et on les ramène à l'incidence maximale, on va mourir, c'est clair. Bon, je le dis depuis des années, mais bon, voilà quoi. Alors, regarde. Le truc, c'est qu'ici, on a notre appareil qui va tomber verticalement. Et c'est clair, là, sur 11 personnes, tu as 11 morts. Parce que là, le taux de chute devait être extrêmement élevé. C'est vraiment un impact. C'est pas un truc facile, quoi. S'il avait poussé sur le manche, il serait arrivé, quoi. Il n'aurait pas décroché déjà, ok. Il serait revenu vers le sol à une certaine vitesse. Bon, il aurait fini par taper sur quelque chose, peut-être sur du gazon, sur une route, sur n'importe quoi. Mais au moins, ça mitige un petit peu les dégâts. L'énergie de l'impact n'est pas si forte. Tu vois, quand tu pars vers le sol en contrôlant ta trajectoire, bon, ma foi, tu tapes sur le sol à, mettons, je sais pas moi, 100 km/h, 90 km/h. Bon, voilà quoi, tu as peut-être 2 morts, 3 blessés, quelques personnes indemnes. Ça peut arriver, il ne faut pas se mentir. Mais si tu tires sur le manche pour augmenter l'énergie potentielle et réduire la vitesse vers 0, bon, après, c'est la chute libre. Voilà quoi. Enfin, mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise depuis le temps que je prêche ça, mais bon,
C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Le pilote avait quand même 10 000 heures de vol. Hein. Mais 10 000 heures de vol, ça ne change pas les réflexes. Il faut entraîner ces réflexes, les entraîner, jusqu'à ce que ça devienne... jusqu'à ce qu'on reprogramme, jusqu'à ce qu'on reconfigure ces réflexes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Hein. Voilà. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo ici. Oula, 34 minutes. Je suis vraiment désolé du temps que ça a pris. Je regarde si j'ai oublié quelque chose, si j'ai laissé quelque chose... Non, j'ai rien laissé. Je pense que j'ai tout couvert. Je regarde mes documents, tout ça. Non. Mais désolé, vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Je m'attendais à moins. En tout cas, merci. Je vous montre mon livre, Escrologie, qui est sorti. C'est la suite du précédent. Plus gros que le précédent. D'ailleurs, c'est la première fois que je le vois. C'est pour ça que c'est la première fois que je vous le montre. Et puis, il se trouve sur Amazon, au format Kindle, au format papier. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Laissez vos commentaires et je reviendrai une dernière fois sur cette thématique lorsque le BEA émettra le rapport final, à condition que le rapport final ait des choses nouvelles, quoi. Mais bon, on verra d'ici là. C'était pas une contamination de carburant, hein, ça a été analysé. Bien sûr, quand il y a un accident d'avion, première chose qu'on fait toujours, on met sous scellé le camion, tout ça, puis on regarde le carburant. Là, il n'y a rien à dire. Le carburant était normal. Voilà mes amis, à très bientôt.